Maman, mon beau-père m'a frappé. Ces mots que ma fille Camille m'a dit au téléphone m'ont transpercé le cœur comme un couteau. J'étais au travail, en train de revoir des documents d'entreprise, quand son nom est apparu sur mon écran. Il était midi. Camille ne m'appelait jamais à cette heure-là. « Ma chérie, que s'est-il passé? » Silence. Puis sa voix brisée. « Maman, mon beau-père m'a frappé parce que la nourriture était trop salée. Mon mari a tout vu et n'a rien dit. Mon sang s'est glacé. »« Où es-tu? » »« Chez eux, maman. »« Je suis enfermée dans la salle de bain. J'ai peur. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je m'appelle Sophie Leroux. J'ai 55 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme comptable dans une entreprise de fourniture de bureaux ici, à Paris. J'ai élevé Camille seule après m'être séparée de son père quand elle avait 12 ans. C'était un policier, un homme bien, mais la vie nous avait menés sur des chemins différents. Camille a toujours été douce, obéissante, affectueuse. Quand elle a rencontré Antoine il y a 3 ans, j'ai voulu croire qu'elle avait trouvé un homme bon. Il venait d'une famille traditionnelle de Provence. Son père était dur, sévère, le genre d'homme qui ne sourit jamais. Mais Antoine semblait différent. Je me suis trompée. 20 minutes après cet appel, j'étais dans ma voiture, conduisant comme une folle vers leur maison. Mais je n'étais pas seule. J'ai appelé Marc, le père de Camille. Je lui ai tout raconté en 30 secondes. « Ne dis plus un mot, Sophie. J'arrive. » Nous nous sommes rencontrés à 2 pâtés de maison. Marc portait son uniforme de brigadier. Je portais autre chose. Lorsque nous sommes arrivés devant leur porte, mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. J'ai sonné. Des pas lourds. La porte s'est ouverte. C'était lui, le beau-père de Camille, Bernard Dubois, un homme imposant aux bras épais et au regard froid qui me transperçait. « Qu'est-ce que vous voulez » a-t-il dit avec mépris. Je n'ai rien dit. J'ai juste levé ce que je tenais à la main. Et quand il a vu de quoi il s'agissait, son visage a changé. Tout a changé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là devant cette porte, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Car Camille n'a pas toujours été cette femme effrayée, enfermée dans une salle de bain, terrorisée par son propre beau-père. Il fut un temps où ma fille était libre. Je me souviens quand Camille avait 23 ans. Elle venait de terminer ses études d'éducatrice pour enfants en école maternelle. Chaque dimanche, elle venait dîner chez moi. Je préparais un pot-au-feu, une purée maison, des haricots verts frais. Elle arrivait les mains pleines de dessins que ses élèves avaient faits pour elle. « Regarde, maman, ce petit garçon m'a dessiné avec des ailes. Il dit que je suis un ange. » Elle riait. Elle avait un rire clair, sincère. Elle s'asseyait à la table de la cuisine, buvait un café à la cannelle et à la crème, et me racontait ses projets. Elle voulait ouvrir sa propre petite école un jour. Elle voulait voyager. Elle voulait être heureuse. Je la regardais là, avec le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre, illuminant son visage, et je pensais, j'ai réussi. Je l'ai élevée seule, mais j'ai réussi. Camille ne m'a jamais causé de problème, n'a jamais fait la fête jusqu'à tard, ne m'a jamais menti, ne m'a jamais manqué de respect. C'était une bonne fille, trop bonne peut-être. Quand son père et moi nous sommes séparés, elle avait 12 ans. Ce fut difficile. Marc travaillait beaucoup. Il n'était presque jamais à la maison. Je me sentais seule. Il se sentait incompris. Il n'y a pas eu de cris, pas de coups, pas d'autres femmes ni d'autres hommes. Il n'y avait que le silence. Un jour, il est parti. Je suis restée avec Camille, mais Marc n'a jamais cessé d'être son père. Il venait la chercher le samedi, l'emmenait au parc, au cinéma, manger une pizza dans un endroit qu'ils adoraient tous les deux. Camille l'adorait, et lui l'adorait. Au fil des ans, Marc et moi avons appris à être amis. Nous n'étions plus un couple, mais nous étions des parents, et ce lien ne se brise jamais. Camille a grandi en voyant cela, une séparation avec dignité, sans haine, sans vengeance. C'est peut-être pour cela que lorsqu'elle a rencontré Antoine, elle a cru que tous les hommes étaient comme son père, bons au fond, capables de changer. Elle s'est trompée. Antoine est apparu dans sa vie il y a 3 ans. Camille travaillait dans un jardin d'enfants dans un quartier de l'Ouest parisien. Il était expert comptable dans une entreprise de BTP. Ils se sont rencontrés à l'anniversaire d'une amie commune.
La première fois que Camille m'a parlé de lui, j'ai remarqué quelque chose dans sa voix, quelque chose de différent. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ah oui? Et comment est-il? Il est sérieux, travailleur. Il dit qu'il veut fonder une famille. J'ai aimé ça. De nos jours, trouver un homme qui parle de famille est rare. Quand je l'ai rencontré, Antoine semblait poli. Il est venu chez moi avec des fleurs, m'a serré la main, m'a appelé Madame Leroux avec respect. Il était grand, mince, le teint clair, les yeux marrons et un sourire timide. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a dit qu'il venait de Marseille, que sa famille était traditionnelle, que son père avait été militaire et possédait maintenant un magasin de pièces automobiles. Il m'a dit qu'il admirait les femmes travailleuses comme moi, qu'élever une fille seule était quelque chose qu'il respectait profondément. J'ai voulu le croire, mais il y avait quelque chose qui m'a mise mal à l'aise ce jour-là. Quelque chose de petit, presque invisible. Quand Camille est allée à la cuisine chercher plus de café, Antoine m'a regardée et m'a dit « Madame Leroux, je viens d'une famille où l'homme pourvoit et la femme s'occupe du foyer. Mais je comprends que Camille travaille. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. » Ces deux mots m'ont marqué, mais Camille était amoureuse, et je voulais la voir heureuse. Ils se sont mariés 1 an plus tard. C'était un mariage simple, dans un jardin de la banlieue sud de la ville. Camille portait une robe simple mais belle en dentelle blanche. Marc l'a menée à l'hôtel. J'ai pleuré. Antoine a promis de l'aimer, de prendre soin d'elle, de la respecter. Je l'ai cru. Les premiers mois ont été bons. Camille venait souvent chez moi. Elle me disait qu'Antoine était attentif, qu'ils cuisinaient ensemble, qu'ils se promenaient le dimanche. Elle semblait heureuse, mais peu à peu, les visites se sont faites moins fréquentes. « Maman, c'est juste qu'Antoine veut que nous passions plus de temps avec sa famille. »« Oh, bien sûr, ma chérie, c'est bien. » Puis elle a arrêté de venir le dimanche. « Maman, mon beau-père nous invite à dîner tous les dimanches. Il dit que c'est une tradition familiale. » Je comprends. « Ma chérie, mais je te manque, n'est-ce pas? » Elle riait, mais ce n'était plus le même rire. Et puis un jour, j'ai remarqué quelque chose sur son visage. Une ombre, une fatigue qui ne venait pas du travail. « Camille, ça va? »« Oui, maman. Je suis juste fatiguée. » Mais ses yeux disaient autre chose. J'ai voulu en demander plus. J'ai voulu insister, mais je ne l'ai pas fait. Et ce fut ma première erreur, car quand une mère sent que quelque chose ne va pas avec sa fille, elle doit agir, elle doit demander, elle doit briser le silence. Je ne l'ai pas fait, et cette omission, ce silence de ma part, a failli coûter cher à Camille. Maintenant, debout devant cette porte, avec Marc à mes côtés et cet objet à la main, j'ai compris quelque chose. Parfois, l'amour d'une mère ne consiste pas seulement à être là. Il faut être présente, il faut agir. Et ce jour-là, j'allais agir. La première fois que quelque chose n'allait vraiment pas, c'était 6 mois après le mariage. Je ne l'ai pas vu à l'époque. Personne ne l'a vu. Mais maintenant, avec le recul, je comprends que c'est là que tout a commencé. C'était un samedi après-midi. Camille est arrivée chez moi sans prévenir. C'était déjà étrange. Depuis qu'elle était mariée, elle appelait toujours avant de venir. « C'est parce qu'Antoine veut savoir où je suis », me disait-elle. Je pensais que c'était de l'affection, de l'attention. Ce n'était pas de l'affection. Ce samedi-là, Camille a frappé à la porte avec des mains tremblantes. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Mais quand j'ai demandé si elle allait bien, elle a souri. « Oui, maman. Je suis juste venue te voir. » Je l'ai serrée dans mes bras. Elle sentait le savon à la lavande, la maison propre, ce mélange d'eau de javel et d'adoucissant qu'elle utilisait toujours, mais elle sentait aussi la peur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les mères peuvent sentir la peur chez leurs enfants. Nous nous sommes assises dans le salon. Je lui ai servi un thé glacé sucré. Elle tenait le verre à 2 mains comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « Comment va Antoine ?» ai-je demandé. « Bien, il travaille beaucoup. Et ton beau-père ?» Elle s'est tue juste 1 seconde. Mais cette seconde a suffi. Il va bien aussi. Il est exigeant, mais il est comme ça.
Exigeant. Ce mot aurait dû m'alerter, mais je ne voulais pas voir. Camille est restée avec moi tout l'après-midi. Nous avons regardé un vieux film, un de ceux que nous regardions ensemble quand elle était petite. Nous avons mangé du popcorn avec de la sauce piquante, nous avons ri. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que tout allait bien. Mais quand elle est partie, avant de monter dans sa voiture, elle s'est retournée et m'a dit « Maman, si jamais j'ai besoin de rester quelques jours chez toi, je pourrais ?» Mon cœur s'est arrêté. « Bien sûr, ma chérie. Cette maison est toujours la tienne. Pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien, je voulais juste savoir. » Elle est partie. Je suis restée là, à la porte, la regardant s'éloigner avec un nœud à l'estomac qui ne m'a pas quittée de toute la nuit. J'aurais dû appeler Marc. J'aurais dû aller chez elle le lendemain. J'aurais dû lui demander ce qui se passait. Je ne l'ai pas fait, car Camille m'avait dit que tout allait bien et je voulais la croire. Les semaines ont passé. Camille a arrêté de venir. Elle n'appelait même plus le dimanche. J'ai essayé de la joindre, mais elle avait toujours une excuse. « Maman, désolée, mon beau-père nous a invités à dîner. »« Maman, je ne peux pas, je dois nettoyer la maison. »« Maman, Antoine veut qu'on aille voir sa tante. » Toujours quelqu'un d'autre, toujours une autre priorité. Et moi, comme une idiote, je pensais « Bon, c'est normal, elle est jeune mariée, elle construit sa vie. » Mais un après-midi, alors que j'étais au supermarché, j'ai vu Camille. Elle était dans le rayon des fruits et légumes, choisissant des tomates. Elle portait un pull à manches longues, même s'il faisait chaud. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval basse. Elle semblait plus mince. « Camille !» J'ai appelé avec enthousiasme. Elle s'est retournée. Son visage s'est illuminé une seconde, mais ensuite j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose comme de la panique. « Maman, quelle surprise !» Je me suis approchée et je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est raidie. « Comment vas-tu, ma chérie? Ça fait des semaines que je n'ai pas eu de nouvelles. »« Je suis désolée, maman, j'ai été occupée. »« Occupée à quoi? Tu ne m'appelles même plus. Tu sais, la maison, le travail. »« Antoine ?» Je l'ai regardée de près. Elle avait de profonds cernes sous les yeux. Sa peau était pâle. Et quand elle a bougé pour prendre des oignons, son pull a un peu remonté. J'ai vu une ecchymose sur son poignet. « Camille, qu'est-ce que c'est? » Elle a rapidement baissé sa manche. « Rien, maman. » Je me suis cognée contre la portière de la voiture. « Contre la portière de la voiture? » « Oui, tu sais comme je suis maladroite. » Elle a souri. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. J'ai voulu la presser. J'ai voulu lui prendre le bras, l'emmener chez moi, l'asseoir à la table de la cuisine et lui dire « Dis-moi la vérité. Que t'arrive-t-il » Mais juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Elle l'a sorti de sa poche. J'ai vu le nom sur l'écran. Antoine. Son visage a changé. Soudain, toute la lumière s'est éteinte. « Pardon, maman, je dois répondre. » Elle s'est éloignée de quelques pas. Je suis restée là, faisant semblant de vérifier les avocats, mais écoutant. « Oui, j'arrive. »« Non, je ne suis pas en retard. J'achète ce que tu m'as demandé. »« Oui, ton père est déjà là. »« Je sais. »« J'arrive, Antoine. J'arrive. » Elle a raccroché. Elle est revenue vers moi. Elle ne souriait plus. « Maman, je dois y aller. Antoine m'attend. »« Si vite? Nous n'avons même pas eu le temps de parler. »« Je sais. Je suis désolée. Mon beau-père est arrivé en avance et je dois préparer le dîner. »« Ton beau-père vit avec vous? »« Non, maman. Mais il mange avec nous presque tous les jours. Tu sais, Antoine est son seul fils. Et depuis que sa femme est morte, eh bien, il est tout seul. » Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. « Et ça va pour toi? » ?»« Bien sûr, maman. C'est normal. C'est son père. » Ce n'était pas normal, mais je n'ai rien dit. Camille m'a fait un bisou rapide sur la joue, a pris son caddie et est partie, presque en courant. Je suis restée là, au milieu du supermarché, les mains vides et le cœur lourd. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai appelé Marc. « Marc, il faut qu'on parle de Camille. »« Que s'est-il passé? » « Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. » « Elle t'a dit quelque chose? »
Non, mais je l'ai vue aujourd'hui. Elle a une ecchymose sur le poignet et elle est très mince et nerveuse. Et tu penses qu'Antoine la frappe? Je ne sais pas. Elle dit que non. Mais Sophie, si tu soupçonnes quelque chose, il faut faire quelque chose. Je sais, mais je ne peux pas l'accuser sans preuve. Et si je me trompe? Et si Camille se fâche contre moi? Marc a soupiré. D'accord, mais je vais lui parler, seul. Merci, Marc. J'ai raccroché, mais Marc n'a pas pu lui parler parce que chaque fois qu'il essayait de la voir, Camille avait une excuse. Elle était occupée, elle était fatiguée, Antoine ne pouvait pas venir ce jour-là, son beau-père avait besoin de quelque chose. Toujours quelque chose. Et de loin, je regardais ma fille s'éteindre. Peu à peu, comme une bougie sur laquelle on souffle, doucement, constamment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. 3 mois de plus se sont écoulés. Camille a eu 26 ans. Je lui ai préparé un dîner d'anniversaire chez moi. J'ai invité Marc, j'ai invité ses amis, j'ai invité Antoine. Antoine est arrivé en retard. Il était sérieux. Il s'est assis à table sans sourire, sans parler à personne. Camille était à ses côtés, silencieuse, tendue, comme si elle attendait une explosion. J'ai essayé de rendre la soirée agréable. J'ai préparé son plat préféré, des lasagnes avec du pain à l'ail et une grande salade. J'ai mis de la musique, sorti le gâteau, mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Quand nous avons chanté Joyeux anniversaire, Camille a essayé de sourire, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Après le dîner, Antoine s'est levé. Nous partons. Mon père nous attend. Ton père? Ai-je demandé. Mais c'est l'anniversaire de Camille. Je sais, mais il veut la voir aussi. C'est sa belle-fille. Camille s'est levée sans un mot. Elle m'a fait un câlin rapide. Merci, maman. C'était beau. Ma chérie, pourquoi ne restes-tu pas un peu plus longtemps? Tes amis viennent d'arriver. Je ne peux pas, maman. Antoine a raison. Son père nous attend. Ils sont partis. Je suis restée là, regardant la porte se fermer, avec le gâteau à moitié mangé et les bougies encore allumées. Marc s'est approché de moi. Sophie, cet homme n'est pas sain. Je sais. Et Camille non plus. Je sais. Il faut faire quelque chose. Mais quoi, Marc? Que faisons-nous si elle ne nous laisse pas l'aider? Il n'avait pas de réponse. Personne n'en avait. Et pendant ce temps, ma fille se perdait. Et moi, sa mère, je ne savais pas comment la sauver jusqu'à ce jour. Ce jour où elle m'a appelé d'une voix brisée, me disant « Maman, mon beau-père m'a frappée. » Et j'ai compris qu'il n'y avait plus de temps pour les doutes. Le moment d'agir était venu. Après cet anniversaire, quelque chose a changé en moi. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais plus attendre que Camille me dise la vérité, car les mots d'une fille qui souffre ne viennent pas toujours. Parfois, le silence crie plus fort. J'ai décidé d'aller la voir sans appeler d'abord. C'était un mardi après-midi. J'ai quitté le travail tôt, j'ai inventé une excuse à mon patron et j'ai conduit jusqu'à la maison où Camille vivait avec Antoine. C'était une petite maison dans un quartier tranquille du nord de la ville. Rien de chic, mais agréable. Elle avait un petit jardin devant avec des hortensias violets. Quand je suis arrivée, la voiture d'Antoine n'était pas là. Cela m'a donné du courage. J'ai frappé à la porte, j'ai attendu. Personne n'a ouvert. J'ai frappé à nouveau. Camille. C'est moi, maman. J'ai entendu des pas lents, comme si quelqu'un hésitait à ouvrir ou non. La porte s'est ouverte juste un peu. Camille a jeté un coup d'œil. Ses cheveux étaient détachés, ébouriffés. Elle portait un vieux t-shirt et un jogging. Elle avait l'air fatiguée. Si fatiguée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis venue te voir. Je peux entrer? » Elle a regardé derrière elle, à l'intérieur de la maison, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Antoine n'est pas là, » ai-je dit. J'ai vu que sa voiture n'était pas là. Elle a pris une grande respiration. Elle a ouvert un peu plus la porte. « Entre. » Je suis entrée. La maison sentait l'eau de Javel, le propre, trop propre, comme si quelqu'un avait frotté pendant des heures. Le salon était impeccable, les coussins du canapé parfaitement arrangés, la table basse sans une poussière, tout à sa place,
Tout parfait. Trop parfait. Tu veux du café? A demandé Camille. Oui, ma chérie. Merci. Nous sommes allés à la cuisine et là, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Sur le mur, à côté de la cuisinière, il y avait une liste écrite à la main d'une écriture masculine. Il y était écrit « Les règles de la maison ». Le dîner doit être prêt à 19 heures précises. La maison doit être propre avant que je rentre. Pas de visite sans préavis. Ne pas sortir sans permission. Respecter mon père comme s'il était le vôtre. J'étais figée. Camille? Qu'est-ce que c'est? Elle continuait à faire du café sans me regarder. Ce sont les règles d'Antoine. Les règles d'Antoine. Oui. Il dit qu'une maison fonctionne mieux quand il y a de l'ordre. Et tu es d'accord avec ça? Elle est restée silencieuse, a versé du café dans 2 tasses, m'en a tendu une et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Maman, je sais que tu ne comprends pas, mais c'est comme ça que fonctionne sa famille. Son père a élevé Antoine comme ça, et Antoine veut que notre maison soit pareille. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Elle a baissé les yeux. Je veux que mon mariage fonctionne. Mais est-ce un mariage, Camille? Ou est-ce une prison? Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient pleins de larmes. Ne dis pas ça, maman. Ma chérie, ces règles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la discipline. Antoine dit que les femmes d'aujourd'hui ne savent plus être des épouses, qu'elles ne savent pas prendre soin d'un foyer, que sa mère était différente, qu'elle connaissait sa place. Sa place. Camille, écoute-toi. Depuis quand parles-tu comme ça? Depuis que j'ai compris que si je veux que ça marche, je dois m'adapter. T'adapter ou t'effacer. Elle s'est levée. Elle tremblait. Maman, j'apprécie que tu sois venue, mais je n'ai pas besoin que tu me dises comment vivre ma vie. J'ai choisi d'épouser Antoine. J'ai choisi ça. Tu as choisi ça? Ou t'a-t-on convaincu que c'est ce qui est juste? Ça suffit, maman. Son cri m'a coupé le souffle. Camille ne m'avait jamais crié dessus. Jamais. Elle a couvert sa bouche avec ses mains, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Les larmes ont commencé à couler. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Je me suis levée. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est effondrée dans mes bras. Elle a pleuré comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis qu'elle était petite. Je suis tellement fatiguée, maman. Tellement fatiguée. Je sais, ma chérie, je sais. Antoine n'était pas comme ça avant, je te jure. Quand nous nous sommes rencontrés, il était différent, il était doux, il était attentif, mais après le mariage, il a changé. Ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment connu. T'a-t-il frappé? Elle s'est éloignée de moi, a essuyé ses larmes. Non, pas lui. Il n'a jamais levé la main sur moi. Alors qui? Silence. Camille. Qui? Elle a fermé les yeux. Son père. Le monde s'est arrêté. Quoi? Son père. Il me crie dessus. Il me dit que je suis inutile, que je ne sais pas cuisiner, que je ne sais pas faire le ménage, que je ne suis pas assez bien pour être la femme de son fils. Et parfois, il me pousse ou il m'attrape le bras ou il me jette des choses. Et Antoine? Antoine ne dit rien. Il dit que son père a raison, que je dois apprendre, que sa mère en supportait plus. J'arrivais à peine à respirer. Camille, c'est de la violence. Non, maman, ce n'est pas de la violence. C'est juste. C'est juste que son père est d'une autre génération. C'est un de ces hommes durs. Tu sais comment ils sont. Non, ma chérie, ce n'est pas être d'une autre génération, c'est être un agresseur. Et ton mari est complice. Ne dis pas ça. Pourquoi le défends-tu? Parce que c'est mon mari. Et alors? Cela lui donne-t-il le droit de te laisser souffrir? Elle est restée silencieuse. Elle fixait le sol. Ses mains tremblaient. Je me suis agenouillée devant elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. Camille, écoute-moi attentivement. Tu ne mérites pas ça. Tu mérites un homme qui te défende, qui te protège, qui t'aime vraiment. Et si Antoine ne peut pas le faire, alors ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Mais maman, je l'aime. Je sais, ma chérie, mais l'amour ne suffit pas.
L'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance tue. Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de douleur, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait réagir. J'ai cru qu'elle allait dire « Tu as raison, maman, sors-moi d'ici ». Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a essuyé ses larmes, s'est levée et a dit « Maman, j'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, mais je vais bien, vraiment. Je traverse juste une phase difficile. Tous les mariages passent par là. Non, Camille, pas tous. Si, maman. Toi et papa avez eu des problèmes aussi. Mais ton père n'a jamais laissé personne me manquer de respect, et je ne l'ai jamais laissé me contrôler. Eh bien, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. » Ces mots m'ont fait plus de mal que je ne m'y attendais. Camille l'a remarqué. Son visage a changé. « Je suis désolée, maman, je ne voulais pas dire ça. Je suis juste confuse. Je suis fatiguée, mais je te promets que je vais bien. » Oui. Je le promets. Je ne l'ai pas cru, mais je ne pouvais pas la forcer à partir. Je ne pouvais pas la traîner hors de cette maison, parce que Camille n'était plus une enfant. C'était une femme adulte, et les décisions lui appartenaient, même si ces décisions la tuaient à l'intérieur. Je lui ai dit au revoir. Je l'ai serré fort. Je lui ai dit que si jamais elle avait besoin d'aide, elle n'avait qu'à m'appeler, à tout moment, de jour comme de nuit. Elle a hoché la tête. Elle a dit oui, qu'elle le ferait. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas, car Camille était déjà piégée. Et le pire, c'est qu'elle ne le voyait pas. Ou peut-être qu'elle le voyait, mais qu'elle avait décidé de se taire, de se soumettre, d'endurer, comme tant de femmes, comme sa grand-mère, comme son arrière-grand-mère, comme des générations de femmes qui ont appris que la souffrance silencieuse était une vertu. Mais je n'allais pas laisser ma fille suivre ce chemin. J'ai quitté cette maison avec le cœur brisé, mais aussi avec autre chose, une certitude. Si Camille ne pouvait pas se sauver elle-même, alors je le ferais pour elle. J'ai appelé Marc cette même nuit. J'ai besoin que tu sois en alerte. Si Camille m'appelle, si elle me dit que quelque chose s'est passé, j'ai besoin que tu sois prêt à agir. Que penses-tu qu'il va se passer? Je ne sais pas, mais quelque chose va se passer. Et quand ça arrivera, je n'hésiterai pas. J'irai la chercher, et je la sortirai de là. Et si Antoine résiste, alors nous nous occuperons d'Antoine et de son père. Il y a eu un silence. Si son père s'en mêle, Marc, tu vas devoir faire ton travail, compris? J'ai raccroché et j'ai attendu. J'ai attendu des semaines, des mois, avec un nœud à l'estomac, avec la peur qui me rongeait de l'intérieur, me demandant si j'en faisais trop, si j'étais une mère surprotectrice, si Camille était vraiment en danger ou si j'imaginais juste des choses. Jusqu'au jour où, alors que j'étais au travail, mon téléphone a sonné et j'ai entendu la voix de ma fille, brisée, terrifiée, me disant « Maman, mon beau-père m'a frappée et tout a explosé. » Parfois, nous faisons trop confiance aux mauvaises personnes. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je veux les lire. Les mois qui ont suivi cette visite ont été les plus difficiles de ma vie. Je continuais à travailler, je continuais à vivre ma routine. Mais une partie de moi était toujours en alerte, toujours en attente, comme un animal qui sent la tempête avant la première goutte de pluie. Camille m'appelait de temps en temps, toujours des conversations brèves, toujours avec cette voix contrôlée, mesurée, comme si quelqu'un écoutait de l'autre côté. « Salut, maman. Comment vas-tu? »« Bien, ma chérie. »« Et toi? »« Bien aussi. J'appelle juste pour te dire bonjour. Tu es sûre? Tout va bien? »« Oui, maman. Tout va bien. Je dois y aller. Je t'aime. » Et elle raccrochait. Je restais là, le téléphone à la main, sentant que quelque chose n'allait pas, mais incapable de faire quoi que ce soit. Marc me disait d'être patiente, que Camille devait s'en rendre compte par elle-même, que si nous la poussions, elle s'éloignerait encore plus. Peut-être qu'il avait raison, mais la patience fait mal. Ça fait mal comme un couteau lent qui se tord dans la poitrine chaque jour. Un après-midi, alors que j'étais au marché pour acheter des provisions pour la semaine, j'ai vu quelqu'un que je connaissais. C'était Linda, une voisine du quartier où vivait Camille. Je la connaissais parce qu'une fois, quand j'étais allée voir ma fille, elle arrosait son jardin et nous nous étions salués. « Madame Leroux, n'est-ce pas? » a-t-elle dit. « Oui, Linda. »
Contente de vous voir. Comment va Camille? La question m'a prise par surprise. Elle va bien. Pourquoi? Linda a baissé la voix, a regardé autour d'elle comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. C'est juste. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué des choses. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quel genre de choses? Eh bien, parfois j'entends des cris venant de la maison de Camille, une voix d'homme, très forte. Et une fois, j'ai vu le beau-père de Camille sortir de la maison en claquant la porte. Il avait l'air furieux. Et après, j'ai vu Camille à la fenêtre. Elle pleurait. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande respiration. Quand était-ce? Il y a environ 1 mois. J'ai voulu aller frapper à la porte, mais mon mari m'a dit de ne pas m'impliquer, que c'était une affaire de famille. Et avez-vous vu Camille récemment? Oui, mais elle ne sort presque plus. Avant, je la voyais se promener ou aller au travail. Maintenant, je la vois à peine. Et quand je la vois, elle est toujours pressée, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un lui parle. Et Antoine? Il part tôt et rentre tard. Mais son père, cet homme, il y va presque tous les jours. Parfois, il reste jusqu'à tard le soir. Et Camille est seule avec lui? Oui. Enfin, jusqu'à ce qu'Antoine arrive. Mes mains tremblaient. Linda, si vous entendez à nouveau des cris, pouvez-vous m'appeler? Je lui ai donné mon numéro de téléphone. S'il vous plaît, c'est ma fille. Elle a hoché la tête. Bien sûr, madame. J'ai une fille aussi. Je comprends. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai quitté le marché sans rien acheter. Je suis montée dans la voiture et j'ai pleuré. J'ai pleuré de rage, d'impuissance, de peur, car maintenant ce n'étaient plus seulement des soupçons. Maintenant, il y avait des témoins. Il y avait des cris. Il y avait des larmes. Et moi, sa mère, je ne pouvais rien faire. Ou peut-être que je pouvais. Peut-être que je pouvais faire quelque chose que j'avais évité. J'ai appelé Marc. J'ai besoin que tu fasses une enquête sur le beau-père de Camille, le père d'Antoine. Je veux savoir qui il est, ce qu'il a fait, s'il a un casier. Tu penses qu'il a un casier? Je ne sais pas, mais un homme qui traite une femme comme ça, qui lui crie dessus, qui la pousse, cet homme n'a pas appris ça du jour au lendemain. Quelqu'un le lui a appris, ou il a toujours été comme ça. D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Comment s'appelle-t-il? Bernard. Bernard Dubois. Il a été militaire. Il a maintenant un commerce de pièces automobiles dans le Nord. Parfait. Je t'appelle dans quelques jours. Marc était policier, il avait des contacts, il savait comment trouver des informations. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Sophie, j'ai trouvé quelque chose? Quoi? Bernard Dubois a un passé. Il y a 15 ans, sa femme, la mère d'Antoine, a déposé une plainte pour violence conjugale. Mon sang s'est glacé. Quoi? Oui, mais elle l'a retiré quelques jours plus tard. Selon le rapport, elle a dit que c'était un malentendu, qu'il traversait des problèmes conjugaux, que tout était résolu. Et après? Après ça, rien. Il n'y a pas eu d'autre rapport. Mais selon des voisins de l'époque, les cris étaient souvent entendus, et elle, la femme, a arrêté de sortir de la maison. Elle est devenue très silencieuse, très soumise. Et comment est-elle morte? Officiellement, d'un cancer, il y a 8 ans. Mais certains disent que le cancer n'est pas la seule chose qui l'a tuée, qu'elle était très mince, très faible, comme si elle avait cessé de manger, comme si elle avait renoncé. J'ai senti que je ne pouvais pas respirer. Marc, cet homme a tué sa femme. Pas d'un coup, mais il l'a tuée. Il l'a éteinte petit à petit. Je sais. Et maintenant, il fait la même chose à Camille. Et Antoine? Antoine a grandi en voyant ça, en voyant son père crier, en voyant sa mère se soumettre. Il a appris que c'est ainsi que fonctionne un mariage, que l'homme commande et la femme obéit. Et maintenant, il répète le schéma. Je dois sortir Camille de là. Mais elle ne veut pas partir. Alors je vais la forcer à vouloir. Comment? Je ne sais pas, mais je vais faire quelque chose. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, fixant le plafond,
pensant à Camille, pensant à cette maison, pensant à cet homme, Bernard, entrant chaque jour, criant, poussant, détruisant lentement l'âme de ma fille, et pensant à Antoine, l'homme que je croyais bon, l'homme qui avait promis d'aimer Camille, et qui maintenant, comme un lâche, laissait son père la traiter comme une moins que rien. J'ai décidé de faire quelque chose de risqué. Le lendemain, j'ai quitté le travail tôt. J'ai conduit jusqu'à la maison de Camille. Je savais qu'Antoine ne serait pas là. Je savais qu'il n'y aurait que Camille et Bernard. Et c'est exactement ce que je voulais. Je suis arrivée à 3 heures de l'après-midi. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai sonné à nouveau. J'ai attendu. Finalement, la porte s'est ouverte. C'était Bernard. Grand, large d'épaules, avec un visage dur et un regard froid. « Qu'est-ce que vous voulez ?» m'a-t-il dit, avec ce ton qu'utilisent les hommes qui croient que les femmes ne méritent pas le respect. « Je suis venue voir ma fille. Elle n'est pas là. » « Si, elle l'est. Sa voiture est juste là. » J'ai montré la voiture de Camille garée devant la maison. Bernard a serré la mâchoire. J'ai dit qu'elle n'était pas là. Et je dis que je veux la voir. Nous nous sommes regardés fixement. C'était un duel silencieux, une bataille de volonté. Je n'allais pas reculer. Après quelques secondes, il s'est écarté. « Entrez. Mais ne restez pas longtemps. J'ai des choses à faire. » Je suis entrée. La maison était sombre, les rideaux tirés, l'air lourd. « Camille !» ai-je appelé. Pas de réponse. « Camille est à la cuisine », a dit Bernard, croisant les bras. Je suis allée à la cuisine et là, il y avait ma fille, de dos, debout devant la cuisinière, en train de cuisiner. Camille. Elle s'est retournée et ce que j'ai vu m'a anéanti. Son visage était enflé, ses yeux rouges, et sur sa joue gauche, une marque rouge, fraîche. « Maman !» a-t-elle murmuré. Bernard est apparu derrière moi. Votre fille est très maladroite. Elle s'est cognée la tête contre le placard. Je l'ai regardée avec haine. Elle s'est cognée la tête contre le placard, ou c'est vous qui l'avez frappée? Son visage n'a pas changé. Il n'a montré aucune surprise, aucune culpabilité, seulement du mépris. Madame, je vous suggère de partir. Vous n'avez rien à faire ici. J'ai tout à faire ici. C'est ma fille. Et c'est la femme de mon fils. Et tant qu'elle vit dans cette maison, j'ai le droit de la corriger quand elle fait une erreur. La corriger? C'est comme ça que vous appelez ça? Frapper une femme, c'est la corriger? Si elle ne sait pas cuisiner, elle doit apprendre. Ma femme a appris, et Camille apprendra aussi. Camille a commencé à pleurer. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, arrêtez. »« Taisez-vous » lui a-t-il crié. Et j'ai explosé. Je me suis avancée vers lui. Petite? Oui, mais furieuse. Ne lui criez plus jamais dessus. Ne levez plus jamais la main sur elle, car si vous le faites, je vous le ferai regretter. Il a ri. Un rire froid, moqueur. Qu'allez-vous faire? Une femme seule, une divorcée. Je suis peut-être divorcée, mais je ne suis pas seule. Et si vous touchez un cheveu de ma fille, vous découvrirez ce qu'est vraiment l'enfer. Vous me menacez. Non, je vous préviens. Nous nous sommes regardés fixement. Cette fois, c'est lui qui a détourné le regard le premier. Partez avant que j'appelle la police. Appelez-les. Le père de Camille est policier. Je serais ravie qu'il vienne. Ça l'a déstabilisé. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Camille, on s'en va, ai-je dit. Vous ne pouvez pas l'emmener, a dit Bernard. Elle est adulte. Elle peut partir quand elle veut. N'est-ce pas, Camille? Camille m'a regardée. Il y avait tellement de peur dans ses yeux, tellement de douleur, tellement de confusion. Maman, je ne peux pas. Antoine va être en colère. Qu'il soit en colère. Tu ne peux pas rester ici. Mais c'est mon mari. Et tu es ma fille. Et je ne vais laisser personne te faire du mal. Ni son père, ni lui, ni personne. Camille a pleuré plus fort. Maman, je ne sais pas quoi faire. Moi, si. Fais-moi confiance. Bernard a fait un pas vers nous. Si vous l'emmenez, Antoine viendra la chercher. Et ça ne sera pas joli. Qu'il vienne. Je l'attendrai. J'ai pris la main de Camille. Elle a tremblé,
Mais elle n'a pas lâché. Allons-y, ma chérie. Nous avons quitté cette maison. Bernard ne nous a pas arrêtés, mais son regard. Son regard était plein de haine pure. J'ai fait monter Camille dans ma voiture. Elle pleurait sans arrêt. Maman, qu'est-ce que je vais faire? Antoine va me tuer. Non, Camille, personne ne va te tuer. Je te le promets. J'ai conduit jusqu'à ma maison. Camille n'a pas arrêté de pleurer pendant tout le trajet. Quand nous sommes arrivés, je l'ai assise dans le salon. Je lui ai fait une tisane à la camomille et je l'ai serrée dans mes bras. Tout va bien se passer, ma chérie. Je te le promets. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Parce que les hommes comme Bernard ne lâchent pas leurs victimes aussi facilement. Et les hommes comme Antoine, élevés dans la violence, non plus. Cette nuit-là, j'ai appelé Marc. J'ai besoin que tu viennes. Camille est avec moi. Et je pense qu'Antoine va venir. J'arrive. Et nous avons attendu. Alors que je vous raconte tout cela, je me demande où vous pourriez écouter. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Camille a passé toute la nuit chez moi. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle a juste pleuré. Elle se serrait dans ses bras. Elle tremblait chaque fois qu'elle entendait un bruit dans la rue. Je me suis assise à côté d'elle sur le canapé du salon, et je n'ai pas bougé. Je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai caressé les cheveux comme quand elle était petite et faisait des cauchemars. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Mais ce n'était pas fini. Ça ne faisait que commencer. Marc est arrivé à 21h. Il était encore en uniforme. Quand il a vu Camille, son visage a changé. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma fille ?» Camille s'est levée et a couru le serrer dans ses bras. Elle a pleuré sur sa poitrine comme je ne l'avais pas vue pleurer depuis des années. « Papa, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu n'as pas à être désolée, Camille. Rien de tout cela n'est ta faute. » Marc m'a regardé au-dessus de la tête de Camille. Ses yeux disaient la même chose que les miens. Cela ne pouvait pas continuer. Nous nous sommes assis tous les trois dans le salon. J'ai fait du café. Camille le buvait lentement, ses mains tremblantes. « Camille, » a dit Marc d'une voix douce, « j'ai besoin que tu me racontes tout depuis le début. Sans peur, sans honte. Tout ?» Camille a baissé les yeux. « Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début. Quand est-ce que tout cela a commencé? » Elle a pris une grande respiration. « Je pense que ça a commencé même avant qu'on soit mariés, mais je ne m'en suis pas rendu compte. » Que veux-tu dire? Quand Antoine et moi sortions ensemble, il était très attentif, mais aussi très jaloux. Si je sortais avec mes amis, il m'appelait toutes les demi-heures. Si je ne répondais pas tout de suite, il se fâchait. Il disait que je ne l'aimais pas, que si je l'aimais vraiment, je serais toujours disponible pour lui. Marc et moi nous sommes regardés. Je pensais que c'était parce qu'il m'aimait tellement, a continué Camille, que la jalousie était un signe d'amour. Mais maintenant, je comprends que ce n'était pas le cas. C'était un signe de contrôle. « Et son père ?» ai-je demandé. « Quand as-tu rencontré son père ?» Je l'ai rencontré un mois après avoir commencé à sortir avec Antoine. Nous sommes allés à Marseille. Bernard, le père d'Antoine, m'a accueilli chez lui, mais il n'a pas été gentil. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il m'évaluait. Puis il a dit à Antoine juste devant moi, « Elle est jolie, mais j'espère qu'elle sait cuisiner, parce qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne vaut rien comme épouse. » J'étais sidérée. Et qu'a dit Antoine? Il a ri. Il a dit, « Ne t'inquiète pas, papa. Si elle ne sait pas, tu pourras lui apprendre. » Camille a soupiré. Je me suis sentie mal à l'aise, mais j'ai pensé que c'était juste sa façon de faire, qu'il était d'une autre génération, qu'avec le temps il m'accepterait. « Et il t'a accepté ?» a demandé Marc. « Non, il ne m'a jamais accepté. Dès le jour du mariage, il a commencé à me critiquer. Il a dit que ma robe était trop simple, que la nourriture de la réception n'était pas bonne, que j'avais invité trop de gens de mon côté et pas assez du sien. Tout ce que je faisais était mal. Et Antoine t'a-t-il défendu? » Camille a secoué la tête. « Non, il disait juste, « Mon père a raison, tu dois faire mieux. » J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. « Après le mariage, » a continué Camille,
Bernard a commencé à venir chez nous tous les jours. Au début, il venait juste pour dîner. Antoine disait que son père était seul, que depuis que sa mère était morte, il n'avait personne, que c'était notre devoir de prendre soin de lui. Prendre soin de lui, ai-je dit? Ou le laisser te contrôler? Je ne voyais pas ça comme ça, maman. Je pensais que j'étais une bonne belle-fille, une bonne épouse. Mais rien de ce que je faisais n'était jamais suffisant. Si je cuisinais du poulet, il disait qu'il voulait du steak. Si je cuisinais du steak, il disait qu'il était trop cuit. Si la maison était propre, il trouvait de la poussière quelque part. Si je souriais, il disait que j'étais idiote. Si j'étais sérieuse, il disait que j'étais maussade. Les larmes ont recommencé à couler. Et Antoine prenait toujours son parti. Toujours. Il disait que son père essayait juste de m'aider, que si j'écoutais ses conseils, je serais une meilleure épouse. Et quand les coups ont-ils commencé? A demandé Marc, la voix tendue. Camille a fermé les yeux. Il y a 6 mois. J'étais en train de cuisiner. J'ai fait de la soupe de légumes. Bernard est arrivé, a goûté la soupe et a dit qu'elle était horrible, qu'elle ressemblait à de l'eau sale. Je lui ai dit que j'étais désolée, que j'allais la refaire. Mais il s'est levé, a pris le bol et l'a jeté contre le mur. Des éclats de verre se sont dispersés partout sur le sol, et puis il m'a attrapé le bras et m'a tiré vers lui. Mon cœur battait si fort qu'il me faisait mal. Il a dit « Tu es inutile. Ma femme cuisinait 1000 fois mieux que toi. Je ne sais pas ce que mon fils a vu chez une femme aussi médiocre. » J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que j'étais désolée, que je ferais mieux. Mais il m'a serré le bras si fort que ça a laissé des ecchymoses. Et puis il m'a poussée. Je suis tombée, je me suis cogné la hanche contre la table. Marc s'est levé, furieux. Et où était Antoine? Dans le salon, regardant la télé. Et il n'a rien fait. Il est entré dans la cuisine, a vu son père me crier dessus, m'a vu par terre, et a juste dit « Camille, lève-toi, nettoie ce désordre, et la prochaine fois, cuisine quelque chose de décent. » Le silence qui a suivi était lourd, si lourd que j'arrivais à peine à respirer. « C'était la première fois qu'il me frappait, » a dit Camille, mais ce n'était pas la dernière. À partir de ce jour, Bernard est devenu plus agressif. Il me poussait, me tirait les cheveux, me pinçait, et toujours avec Antoine là, voyant tout et ne disant rien. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt ?» a demandé Marc, la voix brisée. « Parce que j'avais honte, papa. Parce que je pensais que c'était ma faute. Que si j'étais une meilleure épouse, une meilleure cuisinière, une meilleure femme, rien de tout cela ne se serait produit. »« Camille, écoute-moi attentivement, » a dit Marc, s'agenouillant devant elle. « Rien de tout cela n'est ta faute. Rien. Cet homme est un agresseur, et ton mari est un lâche. Et ils méritent tous les deux d'aller en prison. Mais papa, je l'aime. J'aime Antoine. Aimer quelqu'un qui te laisse souffrir, ce n'est pas de l'amour, ma chérie. C'est de la peur. » Camille s'est couvert le visage avec ses mains. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je suis allée vers elle. J'ai pris ses mains dans les miennes. Tu es déjà sortie, Camille. Tu es ici avec nous. Tu es en sécurité. Mais Antoine va venir. Il va me forcer à rentrer. Qu'il vienne, a dit Marc. Je serai là. Et il ne t'emmènera nulle part. Et s'il amène son père? S'il amène son père, tant mieux. Parce que je l'arrêterai pour agression. Mais papa, je n'ai pas de preuves. Je ne suis pas allée chez le médecin. Je n'ai pas pris de photos des ecchymoses. La preuve est sur ton corps. Et ton témoignage est aussi une preuve. C'est suffisant. Camille a secoué la tête. Ça ne sera pas suffisant. Bernard a de l'argent, il a des relations, il peut engager des avocats, il peut dire que je mens, que je suis folle. Alors nous allons nous assurer qu'il ne puisse pas le faire, ai-je dit. Ils m'ont regardé tous les deux. Comment? A demandé Marc. Demain, nous allons avec Camille au commissariat. Nous allons déposer une plainte formelle contre Bernard pour agression, contre Antoine pour complicité. Maman, je ne peux pas. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, cela va continuer, et un jour cet homme ira trop loin et il te tuera. Camille est restée silencieuse. Elle savait que j'avais raison. D'accord, a-t-elle dit finalement. Je vais le faire. Marc a hoché la tête. Bien.
Je vais vous accompagner, et je m'assurerai que cette plainte soit prise au sérieux. Nous nous sommes serrés dans les bras tous les trois. C'était un long câlin. Un câlin d'une famille brisée mais unie, une famille qui se bat, qui résiste. Mais cette nuit-là, autre chose s'est produit. À 23 heures, on a frappé à la porte. Nous nous sommes figés tous les trois. « C'est lui !» a murmuré Camille. Marc s'est levé. Il est allé à la porte. « Qui est-ce » a-t-il demandé sans ouvrir. « C'est Antoine. Je suis là pour ma femme. Elle n'est pas là. Je sais qu'elle est là. Ta mère l'a emmenée. Je veux lui parler. Il n'y a rien à parler. Pars. Je ne partirai pas sans Camille. » La voix d'Antoine sonnait désespérée, en colère. Marc a ouvert la porte, juste un peu, assez pour qu'Antoine voie son uniforme. « Je t'ai dit de partir. Si tu ne pars pas, je t'arrête pour trouble à l'ordre public. » « Tu me menaces ? » ?»« Non, je te préviens. Camille est ici de son plein gré, et elle ne va pas avec toi. C'est ma femme. Elle doit venir avec moi. C'est une personne, pas ta propriété. » Antoine a essayé de pousser la porte. Marc l'a tenue fermement. « Fais un pas de plus, et je te menotte. » Antoine s'est figé. Il respirait lourdement. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré, ou bu, ou les deux. « Camille !» a-t-il crié. « Camille, sors. Il faut qu'on parle. » Camille s'est levée du canapé. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle a fait un signe de la main. Elle s'est dirigée vers la porte. Marc s'est écarté. « Antoine ?» a dit Camille, sa voix ferme. « Je ne reviens pas. »« Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ta mère t'a dit ? Est-ce qu'elle te monte la tête ? Personne ne m'a rien mis dans la tête ? J'ai vu la vérité. » »« Quelle vérité ? Que ton père m'a frappé et tu l'as laissé faire. Mon père était juste en train de t'éduquer. »« Non !» a crié Camille. « Ton père était en train de m'agresser et tu es complice. » Antoine est resté silencieux. Pour la première fois, il n'avait pas de réponse. « Je t'aimais, Antoine. Vraiment. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Camille, s'il te plaît, parlons. Réparons ça. Il n'y a rien à réparer. Demain, je vais au commissariat. Je vais porter plainte contre ton père. Et si je dois le faire, contre toi aussi. » Le visage d'Antoine est passé de suppliant à furieux. « Tu vas porter plainte contre moi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Qu'as-tu fait pour moi, Antoine ? Me laisser souffrir ? Laisser ton père m'humilier, c'est ce que tu as fait pour moi ? Je t'ai donné un foyer, je t'ai donné mon nom de famille, je t'ai donné. Tu ne m'as rien donné. Tu m'as seulement pris. Tu m'as pris ma dignité, ma paix, mon bonheur. » Antoine a reculé d'un pas, comme si les mots de Camille étaient des coups physiques. « Tu vas le regretter, » a-t-il dit d'une voix froide. « Vous allez le regretter tous les deux. » Marc s'est interposé devant lui. « C'est une menace ? Non, c'est une promesse. Parce que mon père ne va pas se taire, et moi non plus. » Il s'est retourné et est parti. Il est monté dans sa voiture et est parti en trombe. Marc a fermé la porte. Il m'a regardé. Ce n'est pas fini. Je sais. Cet homme reviendra et il amènera probablement son père. Je sais. Et quand ils reviendront, ça va être moche. Je sais, Marc, mais je m'en fiche. Parce que cette fois, je ne vais pas les laisser faire du mal à ma fille. Camille nous a serrés dans ses bras tous les deux. Merci. Merci de ne pas m'avoir laissé seule. Tu ne seras jamais seule, ma chérie, ai-je dit. Jamais. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois dans le salon, Marc sur le fauteuil, Camille et moi sur le canapé-lit. Je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée, fixant la porte, attendant un autre coup. Mais personne n'a frappé. Et ça m'a fait encore plus peur, car les hommes comme Bernard et Antoine n'abandonnent pas facilement. Et quand ils reviennent avec tout. Le lendemain s'est levé avec un ciel gris, des nuages épais, comme si même le temps savait ce qui allait arriver. Camille s'est réveillée tôt. Elle avait de profonds cernes sous les yeux. Elle n'avait pas bien dormi. Aucun de nous n'avait dormi. J'ai fait du café, préparé des œufs brouillés avec du bacon, mis la table,
essayant de faire en sorte que tout paraisse normal. Mais rien n'était normal. Marc est arrivé à 8 heures du matin. Il n'était plus en uniforme. Il portait des vêtements décontractés. Jean, chemise blanche, veste sombre. « Prête ?» a-t-il demandé à Camille. Elle a hoché la tête, mais ses mains tremblaient. « Je serai avec toi tout le temps, » ai-je dit, prenant sa main. « Tu n'es pas seule. »« Je sais, maman, mais j'ai peur. » C'est normal d'avoir peur, mais la peur ne peut pas t'arrêter. Tu as déjà fait le pas le plus difficile. Maintenant, il te suffit de continuer. Nous avons quitté la maison, sommes montés dans la voiture de Marc. Je me suis assise à l'arrière avec Camille. Elle tenait ma main comme si c'était une bouée de sauvetage. Pendant le trajet, personne n'a beaucoup parlé, juste le bruit du moteur, le bruit de la ville, les klaxons, la vie suivant son cours, indifférente à notre douleur. Nous sommes arrivés au commissariat à 9h30. C'était un bâtiment gris, froid, plein de gens qui attendaient, des gens au visage fatigué, des gens qui avaient trop vu, des gens comme nous. Marc connaissait certains des officiers. Il nous a aidés à éviter une partie de la file. Il nous a emmenés dans un petit bureau où nous attendait une femme d'une 40aine d'années avec des lunettes et les cheveux en chignon. « Bonjour, je suis la détective d'Avoine. Je crois comprendre que vous êtes ici pour déposer une plainte pour agression. » Camille a hoché la tête. « Oui. »« Bien. J'ai besoin que vous me racontiez tout, en détail et calmement. D'accord ?» Camille a pris une grande respiration et a commencé à parler. Elle a tout raconté depuis le début, depuis la jalousie d'Antoine quand ils sortaient ensemble, depuis les critiques de Bernard, depuis le premier coup, depuis la soupe jetée, depuis les ecchymoses, depuis la peur constante. La détective d'Avoine prenait des notes. Son visage ne montrait aucune émotion, mais ses yeux disaient qu'elle avait entendu cette histoire 1000 fois, avec 1000 visages différents, mais toujours la même histoire. Avez-vous des preuves physiques? Photos des ecchymoses, rapports médicaux. Camille a secoué la tête. Non, J'avais peur qu'Antoine le découvre. Y a-t-il des témoins? Une voisine, Linda. Elle a entendu des cris. Marc est intervenu. Je peux obtenir sa déclaration. Parfait. Ça aide, a dit la détective. Et l'agresseur principal est le beau-père, Bernard Dubois? Oui. Et votre mari, Antoine Dubois? Vous a-t-il aussi agressé physiquement? Camille a hésité. Pas directement, mais il l'a permis. Il a regardé son père me frapper et n'a rien fait. C'est comme s'il me frappait aussi. La détective a hoché la tête. On appelle cela de la complicité, et c'est aussi un crime. Je vais les inclure tous les deux dans le rapport. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Nous allons émettre une convocation pour Bernard Dubois. Il devra venir témoigner. S'il y a suffisamment de preuves, il sera arrêté. Quant à Antoine, il devra également faire une déclaration, et selon son témoignage, il pourrait faire face à des accusations de non-assistance à personne en danger. Et Camille est-elle protégée? Nous allons émettre une ordonnance restrictive. Ni Bernard ni Antoine ne peuvent s'approcher de Camille. S'ils le font, ils seront arrêtés immédiatement. Camille a commencé à pleurer. Et s'ils ne respectent pas l'ordonnance? C'est pour cela que votre père est ici, a dit la détective, regardant Marc. Il peut vous protéger, et nous aussi. Mais vous devez être forte, Camille. Ce n'est que le début. Camille a signé le rapport. Ses mains tremblaient tellement qu'elle tenait à peine le stylo. Mais elle l'a fait. Elle a signé. Nous avons quitté le commissariat avec une copie du rapport, avec l'ordonnance restrictive, avec un morceau de papier qui disait que Camille était protégée. Mais les papiers n'arrêtent pas les balles, ils n'arrêtent pas les coups, ils n'arrêtent pas les hommes pleins de rage. Et je le savais. Nous sommes retournés chez moi. Camille est restée dans sa chambre, l'ancienne chambre où elle a grandi, où elle était enfant, où elle était heureuse. J'ai préparé le déjeuner, j'ai essayé de m'occuper, mais mes mains tremblaient. Mon esprit n'arrêtait pas d'imaginer ce que Bernard et Antoine feraient quand ils recevraient la notification. À 3 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. « Allô ?» Silence. « Allô ?» ai-je répété.
Et puis une voix qui m'a glacé le sang. Madame Leroux, c'est Bernard. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande respiration. Que voulez-vous? Je veux que vous me rendiez Camille. Camille n'est pas à moi de rendre. Elle a choisi de partir, et elle a choisi de porter plainte contre vous. Cette plainte ne mènera nulle part. J'ai des avocats, j'ai des relations. Je peux la faire disparaître. Allez-y. Mais Camille ne retournera pas chez vous ni chez votre fils. Vous ne comprenez pas, madame. Vous êtes en train de détruire une famille. Vous mettez des idées dans la tête de Camille. Vous faites souffrir mon fils. Votre fils souffre? Et Camille? Et la souffrance que vous lui avez causée? Je ne faisais que l'éduquer, lui apprendre à être une bonne épouse, comme ma femme l'était. Votre femme est morte triste et seule. Je ne veux pas ça pour ma fille. Il y a eu un long silence tendu. Vous allez le regretter, a-t-il dit finalement. On me l'a déjà dit, mais je m'en fiche. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai appelé Marc. Bernard m'a appelé. Il m'a menacé. Qu'a-t-il dit? Que je le regretterais? Qu'il a des avocats? Qu'il peut faire disparaître la plainte? Il ne peut pas. Elle est déjà déposée, elle est dans le système. Il peut engager qui il veut, mais ça ne va pas disparaître. Mais Marc, cet homme est dangereux. Je sais. C'est pour ça que je vais rester là avec vous. Je ne vais rien laisser vous arriver. Merci. J'ai raccroché. Camille est descendue de sa chambre. Ses yeux étaient rouges. Qui a appelé? Je n'ai pas voulu lui mentir. Bernard. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien d'important, juste des menaces en l'air. Maman, il ne fait pas de menaces en l'air. S'il a dit quelque chose, il le fera. C'est pour ça que ton père va être ici. Et c'est pour ça que nous ne sortons pas de la maison tant que ce n'est pas réglé. Camille a hoché la tête, mais je savais qu'elle avait peur. Si peur. Cette nuit-là, Marc est arrivé avec une valise. Il est resté dans la chambre d'amis. Il a mis son arme de service sur la table de nuit, juste au cas où. Nous avons dîné en silence. Soupe de légumes, pain, rien d'élaboré, juste de quoi nous remplir l'estomac. À 22 heures, Camille est allée se coucher. Je suis restée dans le salon avec Marc. « Tu crois qu'Antoine va venir ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais s'il vient, il ne sera pas seul. » « Tu crois qu'il va amener Bernard ?»« C'est possible. »« Et que faisons-nous ?» ?»« Nous appelons la police. Il peut les arrêter pour violation de l'ordonnance restrictive. »« Et s'ils arrivent avant la police ?» Marc m'a regardé. « Alors je les arrêterai. »« Marc, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il ne m'arrivera rien. Mais je ne laisserai rien arriver à Camille ni à toi. » Je me suis levée, je l'ai serré dans mes bras. « Merci pour tout. » « Tu n'as pas à me remercier. C'est ma fille, et je la protégerai toujours. » Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée à fixer le plafond, écoutant chaque bruit, chaque voiture qui passait, chaque chien qui aboyait. Et puis, à 2 heures du matin, je l'ai entendu. Un moteur s'est arrêté devant ma maison. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé à travers le rideau. C'était la voiture d'Antoine. Et il n'était pas seul. Bernard était avec lui. Mon cœur s'est mis à battre si vite que je croyais qu'il allait exploser. Ils sont sortis de la voiture. Antoine tenait quelque chose à la main. Je ne voyais pas ce que c'était. Bernard marchait à pas lourd, avec détermination. J'ai couru vers la chambre de Marc. « Marc, ils sont là. » Il s'est levé immédiatement, a pris son arme, est allé à la fenêtre. « Merde, » a-t-il murmuré. « Qu'est-ce qu'on fait? Reste avec Camille. Je sors. »« Non, Marc, ne sors pas. Appelons la police. Je les ai déjà appelés, mais ils vont mettre du temps, et je ne peux pas les laisser s'approcher de la maison. » Il est sorti. J'ai couru vers la chambre de Camille. Elle était réveillée, tremblante. « Que se passe-t-il, maman? Ils sont là. Antoine et Bernard. »« Non, non, non. » Elle a commencé à pleurer. « Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne sais pas, mais ton père est dehors. Il ne les laissera pas entrer. » Nous nous sommes serrés dans les bras. Nous avons entendu des voix dehors, des cris. « Camille, sors, il faut qu'on parle. » C'était la voix d'Antoine. « Je ne sors pas,
a crié Camille depuis la fenêtre. Partez! Je ne pars pas sans toi! Elle ne sortira pas! A crié Marc. Et si vous ne partez pas, je vous arrête. Vous n'avez aucune autorité ici, a crié Bernard. C'est une affaire de famille. Ça a cessé d'être une affaire de famille quand vous avez levé la main sur elle. Il y a eu une lutte, des cris, et puis un son que je n'oublierai jamais. Un coup de feu. Camille a crié. J'ai crié. Nous avons couru à la fenêtre. Marc était par terre, en sang. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Qu'auriez-vous fait à ma place? Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu Marc par terre. J'ai vu le sang. J'ai vu Antoine avec une arme à la main, tremblant, les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. J'ai vu Bernard, immobile, le visage dur, ne montrant rien, comme si c'était ce qu'il attendait, comme si cela faisait partie du plan. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Mon corps a bougé tout seul. J'ai couru hors de la maison, j'ai couru vers Marc. Camille criait derrière moi, mais je ne me suis pas arrêtée. Je me suis agenouillée à côté de lui. Il était conscient, respirant avec difficulté. Le sang coulait de son épaule gauche. « Marc, Marc, regarde-moi. Ça va, a-t-il murmuré. C'est juste l'épaule. J'ai enlevé ma robe de chambre, je l'ai pressée contre la blessure. Il a grimacé de douleur. Tiens bon, l'ambulance arrive. J'ai levé les yeux. Antoine était toujours là, debout, l'arme pendante, paralysé, en état de choc. Bernard a fait un pas vers nous. C'était de la légitime défense, a-t-il dit d'une voix froide. Il nous a menacés. Il a sorti son arme. Mon fils ne faisait que se défendre. Menteur, ai-je crié. Vous êtes venu ici. Vous avez violé l'ordonnance restrictive. Vous l'avez agressé. Il n'y a pas de témoin, a dit Bernard. C'est notre parole contre la vôtre. Je suis témoin, a crié Camille depuis l'entrée de la maison. J'ai tout vu. Bernard l'a regardé avec mépris. Personne ne va croire une femme hystérique qui a dénoncé sa propre famille. Ils vont penser que tu mens. Comme toujours. Camille a commencé à marcher vers nous. Elle tremblait, pleurait, mais elle marchait. Je ne mens pas. Et je vais dire la vérité, même si ça me coûte tout. Antoine l'a regardé. Pour la première fois depuis qu'il était sorti de la voiture, il a parlé. Camille. Je ne voulais pas. J'ai juste. Il allait. Il allait quoi, Antoine? A dit Camille, la voix brisée mais ferme. Me protéger. C'est ce qu'il allait faire. Me protéger de ton père. Me protéger de toi. Camille, s'il te plaît, comprends. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Tu savais? Tu as toujours su? Tu savais quand ton père m'a crié dessus pour la première fois? Tu savais quand il m'a poussé? Tu savais quand il m'a frappé? Et tu n'as rien fait? Tu n'as jamais rien fait? Antoine a laissé tomber l'arme au sol. Il s'est couvert le visage avec ses mains et a commencé à sangloter. Je voulais juste que tu sois comme ma mère. Elle ne se plaignait jamais. Elle obéissait toujours. Ta mère est morte triste, Antoine. Elle est morte seule. Elle est morte sans amour. Est-ce ce que tu voulais pour moi? Il n'a pas répondu. Il a juste pleuré. Bernard l'a regardé avec dégoût. Tu es un lâche, a-t-il dit à son fils. Tout comme ta mère. Et à ce moment-là, quelque chose a changé sur le visage d'Antoine. Quelque chose s'est brisé. Il a levé les yeux vers son père, et pour la première fois de sa vie, il a répondu. Non, c'est toi le lâche. Toi, qui as frappé ma mère pendant des années. Toi, qui l'as fait se sentir inutile. Toi, qui l'as tué petit à petit. Et moi. Je t'ai laissé faire la même chose à Camille, parce que j'ai appris de toi. Parce que je pensais que c'est comme ça qu'on traite une femme. Bernard l'a giflé. Tais-toi. Antoine n'a pas bougé. Il l'a juste regardé avec des larmes dans les yeux. Non, je ne vais plus me taire. Je ne vais plus t'obéir. Je ne serai pas comme toi. Les sirènes ont commencé à hurler au loin. Bernard a regardé dans la rue. Son visage a changé. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. « On s'en va » a-t-il dit à Antoine. « Non » a dit Antoine.
Je reste. Quoi? Je reste. Je vais faire face à ce que j'ai fait. Je vais dire la vérité. Si tu dis la vérité, tu iras en prison. Je sais. Et je le mérite. Bernard l'a attrapé par le bras. Ne sois pas stupide. On peut encore arranger ça. Antoine s'est dégagé. Il n'y a rien à arranger. Plus maintenant. Les voitures de police sont arrivées. 3 voitures, 6 policiers sont sortis. Armes au poing. À terre! Tout le monde à terre! Bernard a levé les mains. Antoine s'est agenouillé. La police les a menottés. L'ambulance est arrivée 2 minutes plus tard. Les ambulanciers ont examiné Marc. Ils ont dit que la balle avait traversé son épaule, qu'il avait perdu du sang, mais qu'il s'en sortirait. Ils l'ont chargé dans l'ambulance. J'ai voulu partir avec lui, mais Camille m'a attrapé la main. « Maman, reste avec moi, s'il te plaît. » Je suis restée. La police a pris nos déclarations. La mienne, celle de Camille, celle des voisins qui étaient sortis en entendant le coup de feu. Bernard n'a rien dit. Il fixait le sol, la mâchoire serrée. Antoine, cependant, a parlé. Il leur a tout dit. Que son père avait agressé Camille, qu'il l'avait permis, qu'ils étaient venus cette nuit-là pour la prendre de force, que Marc avait essayé de les arrêter, que son père lui avait donné l'arme, que dans un moment de peur et de rage, il avait tiré. « Je ne voulais pas le tuer », a-t-il dit en pleurant. « Je voulais juste qu'il nous laisse tranquilles. Mais mon père a dit que si je ne tirais pas, il le ferait. Et moi, j'ai juste... » Il n'a pas pu finir. Il s'est effondré. La police a emmené Bernard et Antoine. 2 voitures de police différentes, 2 destins différents. Bernard serait accusé de violence conjugale, de menaces et de violation d'ordonnances restrictives. Antoine serait accusé de tentative de meurtre, de complicité et de violation d'ordonnances restrictives. Ils passeraient tous les 2 des années en prison. Camille et moi sommes restés seuls dans la rue. Il était 3 heures du matin. Le quartier était réveillé, tout le monde regardait, tout le monde chuchotait, mais je m'en fichais. J'ai serré ma fille dans mes bras. Je l'ai serrée si fort que je croyais qu'elle allait se briser. C'est fini, ma chérie, c'est fini. Et papa va bien, je te le promets. Nous sommes entrés dans la maison. J'ai fermé la porte, fermé les rideaux. Nous nous sommes assises sur le canapé du salon. Camille n'arrêtait pas de trembler. « Maman, Antoine a tiré sur papa. » « Je sais. C'est ma faute. » « Non, Camille, ce n'était pas ta faute. Rien de tout cela n'était ta faute. C'était la faute de Bernard. C'était la faute d'Antoine. C'était la faute des hommes qui ont appris que la violence est le pouvoir. Mais je l'aimais. Je sais, ma chérie, mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect, sans dignité, sans paix. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la destruction. Camille a pleuré sur ma poitrine. Elle a pleuré comme je ne l'avais jamais vue pleurer. Elle a pleuré tout ce qu'elle avait gardé à l'intérieur. Toute la peur, toute la douleur, toute la honte. Et je l'ai laissé faire. Parce que parfois, pleurer est la seule façon de commencer à guérir. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. Marc est resté à l'hôpital pendant 1 semaine. La balle avait endommagé des nerfs. Il a eu besoin d'une intervention chirurgicale, de physiothérapie, mais il a survécu. Quand j'ai pu lui rendre visite, je l'ai trouvé assis dans son lit, le bras en écharpe, regardant la télévision. « Salut » ai-je dit. « Salut » a-t-il répondu avec un sourire fatigué. Je me suis assise à côté de lui. « Merci de nous avoir protégés. Tu n'as pas à me remercier. C'était mon devoir. C'était plus qu'un devoir. C'était l'amour d'un père. » Il a hoché la tête, les yeux embués de larmes. « Comment va Camille ?»« Mieux, petit à petit. Elle suit une thérapie. Elle reconstruit sa vie. Et Antoine ? En détention provisoire, en attendant son procès. Son avocat dit qu'il va plaider coupable, qu'il acceptera sa peine. Et Bernard ? Aussi en prison, mais il nie toujours tout. Il dit qu'il est innocent, que Camille ment, que je l'ai manipulé. » Marc a soupiré. Les hommes comme lui ne prennent jamais leurs responsabilités. Jamais. Je sais, mais ça n'a plus d'importance.
Parce que Camille est libre, et c'est tout ce qui compte. Marc m'a pris la main. Tu as fait ce qu'il fallait, Sophie. Tu as sauvé notre fille. Non, nous l'avons sauvée ensemble. Nous sommes restés en silence. Un silence confortable, le silence de deux personnes qui, même si elles n'étaient plus un couple, étaient toujours une équipe. 6 mois se sont écoulés. Bernard a été condamné à 8 ans de prison pour violence conjugale aggravée et menaces. Antoine a été condamné à 5 ans pour tentative de meurtre, avec possibilité de réduction de peine pour coopération avec l'accusation. Camille a divorcé. Le processus a été rapide. Antoine n'a pas contesté. Il a tout signé sans se battre. Et lentement, ma fille a recommencé à sourire. Elle a recommencé à venir chez moi le dimanche. Elle a recommencé à boire du café à la cannelle avec moi. Elle a recommencé à me raconter ses projets. Je veux ouvrir cette petite école, maman. Celle dont j'ai toujours rêvé. Alors, ouvre-la. Tu crois que je peux? Je sais que tu peux. Parce que tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Elle a souri. Et ce sourire était réel. Il était libre. Un jour, alors que nous étions assises à la table de la cuisine, Camille m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maman, merci de ne pas avoir abandonné. Je n'allais jamais abandonner, ma chérie. Tu es ma fille. Et une mère n'abandonne jamais sa fille. Mais beaucoup de mères le font. Beaucoup de femmes vivent ce que j'ai vécu, et personne ne les aide. Personne n'écoute. C'est pour cela que tu dois raconter ton histoire, Camille. Pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent guérir. Tu crois? J'en suis sûre. Et c'est ce qu'elle a fait. Camille a commencé à donner des conférences dans des centres communautaires à des femmes victimes de violences, à des femmes qui avaient peur de partir, à des femmes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'espoir. Et elle leur a dit la vérité, que partir est difficile, que ça fait mal, que ça fait peur, mais que ça en vaut la peine. Parce que la vie après l'abus est possible, la paix est possible, le bonheur est possible. Et moi, sa mère, j'étais là à chaque conférence, pour chaque larme, pour chaque sourire, parce que c'est ce que font les mères. Nous nous montrons, nous protégeons, nous nous battons, même si cela nous coûte tout. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit. 2 ans au cours desquels la vie nous a appris que la justice n'arrive pas toujours vite, mais elle arrive toujours. Bernard a purgé sa peine au pénitencier d'État. Selon un ami avocat de Marc, l'homme qui était autrefois militaire, qui autrefois inspirait la peur par sa seule présence, était devenu quelqu'un d'autre. En prison, personne n'avait peur de lui. Personne ne le respectait. Les détenus savaient pourquoi il était là. Violence contre les femmes. Et en prison, c'est une marque. Une marque qui vous suit, qui vous isole. Bernard n'était plus l'homme dur qui criait et frappait. C'était un vieil homme courbé qui mangeait seul, qui marchait la tête baissée, que personne ne voulait côtoyer. Un jour, j'ai reçu un appel. C'était de l'hôpital de la prison. Bernard avait eu une crise cardiaque. Ce n'était pas grave, mais ce n'était pas léger non plus. Son cœur était faible, très faible. Le médecin m'a dit que Bernard avait demandé à parler à quelqu'un de sa famille, à son fils, à sa belle-fille. Mais Antoine a refusé. Il a dit qu'il n'avait rien à lui dire, que son père était mort pour lui le jour où il l'avait forcé à tirer sur Marc. Et Camille a refusé aussi, non pas avec colère, non pas avec haine. Elle a simplement dit « Je lui ai déjà pardonné, mais cela ne signifie pas que je doive le voir. » Alors Bernard est resté seul dans ce lit d'hôpital, sans famille, sans visiteur, sans personne pour lui tenir la main, alors que son cœur lâchait. Il m'avait traité de folle un jour. Il m'avait dit un jour que je détruisais sa famille. Des années plus tard, j'ai appris qu'il était seul dans cet hôpital. La vie finit toujours par réclamer ses dettes. Je n'ai pas ressenti de joie en l'apprenant, mais je n'ai pas ressenti de pitié non plus. J'ai juste ressenti un sentiment d'équilibre. Parce que Bernard a passé ces dernières années exactement comme il a fait sentir tant de femmes. Seul, effrayé, impuissant. Antoine est sorti de prison après 3 ans. Sa peine a été réduite pour bonne conduite et pour avoir coopéré avec la justice. Quand il est sorti, il n'avait nulle part où aller.
Sa maison avait été vendue pour payer les avocats. Son père était toujours en prison. Et Camille? Camille était déjà passée à autre chose. Il a essayé de l'appeler 1 fois, 2 fois, 10 fois. Elle n'a jamais répondu. Jusqu'au jour où Camille a décidé de le voir. Non pas parce qu'elle voulait se remettre avec lui, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle avait besoin de clore ce chapitre de sa vie. Ils se sont rencontrés dans un café, un lieu public, neutre. J'ai voulu l'accompagner, mais Camille m'a dit « Non, maman, je dois faire ça seule. » Je l'ai attendue dehors, assise sur un banc, regardant les gens passer, priant en silence. Une demi-heure plus tard, Camille est sortie. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. « Ça va ?» ai-je demandé. « Oui, ça va. Que s'est-il passé ?» Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il avait été en thérapie, qu'il comprenait tout le mal qu'il m'avait fait, que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout différemment. « Et qu'as-tu dit ?» Je lui ai dit que je lui pardonnais, mais que pardonner ne signifie pas oublier, ni revenir, ni lui donner une autre chance. Comment a-t-il réagi? Il a pleuré. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il n'attendait rien de moi, qu'il voulait juste que je sache qu'il changeait, qu'il essayait d'être meilleur. Et tu l'as cru? Camille a réfléchi un instant. Je ne sais pas, maman. Peut-être qu'il change, ou peut-être qu'il a juste appris à dire les bons mots. Mais ce n'est plus ma responsabilité de le découvrir. Ce n'est plus mon problème. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis si fière de toi, ma chérie. Merci, maman. Pour tout. Ce fut la dernière fois que Camille a vu Antoine. Des mois plus tard, j'ai appris par une amie qu'Antoine avait déménagé dans une autre ville, qu'il travaillait dans la construction, vivait seul, ne sortait avec personne et ne parlait à personne de son passé. Certains diront que c'est triste, qu'un homme mérite une seconde chance. Et peut-être que oui, mais pas avec la femme qui l'a blessé, pas avec la famille qui l'a détruite. Antoine a perdu Camille pour toujours, et ce fut son plus grand châtiment, plus grand que la prison, plus grand que le rejet de son père. Il a perdu l'amour d'une femme bonne, et il ne le retrouvera jamais. Marc s'est complètement rétabli, enfin presque complètement. Son bras gauche n'a jamais retrouvé toute sa force. Il a dû quitter son travail d'officier de terrain et a été transféré à un travail de bureau. Au début, il était frustré. Il disait que les rues, l'action, le sentiment d'être utile lui manquaient. Mais avec le temps, il a trouvé une autre façon d'être utile. Il a commencé à donner des conférences dans les écoles à des jeunes sur la violence conjugale, sur la façon de reconnaître les signes d'abus, sur la façon de protéger les femmes de leur famille. Et les jeunes l'écoutaient parce que Marc ne parlait pas comme un policier. Il parlait comme un père, comme un homme qui avait vu la douleur de près, qui avait saigné pour protéger sa fille. Un jour, après une de ses conférences, un garçon d'environ 17 ans s'est approché de lui. « Monsieur Dubois, mon père frappe ma mère et je ne sais pas quoi faire. » Marc s'est agenouillé devant lui, l'a regardé dans les yeux. « Si, tu sais quoi faire. Tu dois la protéger, tu dois lui dire qu'elle n'est pas seule et tu dois chercher de l'aide. » « Mais comment? Mon père est fort, je ne peux pas. » « Tu n'as pas à te battre avec lui. Tu dois juste briser le silence. Parle à un professeur, à un oncle, à la police. Le silence est ce qui tue. Une voix est ce qui sauve. » Le garçon a pleuré et Marc l'a serré dans ses bras. Cette nuit-là, Marc m'a raconté ce qui s'était passé. Et en parlant, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Sophie, si j'avais parlé à Camille plus tôt, si j'avais posé plus de questions, si j'avais insisté... » Ne te blâme pas, Marc. Tu as fait tout ce que tu pouvais, et quand Camille a eu besoin de toi, tu étais là. C'est ce qui compte. Il a hoché la tête. Mais il y a tellement de Camille dehors, tellement de femmes qui souffrent, et personne ne fait rien. C'est pour ça que tu parles. C'est pour ça que Camille parle. Pour que ces femmes sachent qu'il y a une issue. Marc a souri. Tu as raison. Quant à moi, ma vie a changé aussi. Après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas continuer ma routine comme si rien ne s'était passé. Je ne pouvais pas continuer à aller au travail, à vérifier des chiffres, à vivre comme si je n'avais pas vu ce que j'ai vu. J'ai démissionné de mon poste à l'entreprise de papeterie. Après 30 ans.
Mes collègues n'ont pas compris, mon patron non plus, mais moi j'ai compris. J'ai compris que la vie est courte, que le temps est précieux, et qu'il y a des choses plus importantes qu'un salaire. J'ai utilisé mes économies pour ouvrir quelque chose dont j'avais toujours rêvé, un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences. Ce n'était pas grand, juste une petite maison en périphérie de la ville avec 3 chambres, une cuisine, un salon. Mais c'était un endroit sûr, un endroit où des femmes comme Camille pouvaient arriver, sans argent, sans papier, sans question, juste avec leur douleur et leur espoir. Camille m'a aidée, Marc aussi. Nous avons obtenu des dons, des bénévoles, des avocats qui travaillaient pro bono, des psychologues qui donnaient des thérapies gratuites, et petit à petit, ce petit endroit s'est rempli de vie, de femmes qui arrivaient brisées et repartaient entières, d'enfants qui arrivaient effrayés et repartaient en jouant, d'histoires qui arrivaient en silence et repartaient à voix haute. Un jour, une femme d'une 60aine d'années est arrivée au foyer. Elle portait une vieille valise, ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblaient. « Je peux rester ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Bien sûr, c'est votre maison maintenant. » Elle a pleuré. Elle a serré ses enfants dans ses bras. « Merci. Merci de ne pas m'avoir fermé la porte. Nous ne fermons jamais la porte ici. Jamais. » Cette nuit-là, alors que je préparais le dîner pour toutes les femmes du foyer, j'ai pensé à Bernard, à Antoine, à tous les hommes qui utilisent leur force pour détruire. Et j'ai pensé à la justice. Pas la justice des tribunaux, pas la justice des lois, mais la justice karmique, la justice de la vie. Bernard a fini seul, Antoine a fini vide, et nous. Nous avons fini ensemble, fortes, reconstruites. C'est la plus grande justice, celle que personne ne peut vous enlever. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit. 5 ans depuis le coup de feu, depuis les cris, depuis la peur. 5 ans au cours desquels j'ai appris que la douleur peut être transformée en sagesse, que les blessures peuvent devenir des cicatrices qui racontent des histoires, et que l'amour d'une mère est la force la plus puissante de l'univers. Camille a maintenant 31 ans. Elle a ouvert sa petite école. Elle s'appelle Les Semences d'Espoir. Elle est petite, mais belle, pleine de couleurs, de rires, et d'enfants qui courent et jouent. Elle est heureuse, entière, libre. Elle a rencontré quelqu'un, un homme bon, un enseignant comme elle, quelqu'un qui la traite avec respect, avec tendresse, avec un amour véritable. La première fois qu'elle me l'a présenté, j'étais nerveuse. J'avais peur de refaire la même erreur, de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Mais quand je l'ai vue avec Camille, quand j'ai vu comment il la regardait, comment il l'écoutait, comment il la faisait rire, j'ai su que cette fois, c'était différent. Maman, je te présente André. André m'a serré la main, m'a regardé dans les yeux. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Leroux. Camille m'a tellement parlé de vous, de tout ce que vous avez fait pour elle. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère ferait. Non, pas n'importe quelle mère. Vous l'avez sauvée. Et pour cela, je vous respecterai toujours, et je prendrai toujours soin de Camille comme vous l'avez fait. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne vous demande qu'une chose, André. Aimez-la. Ne la contrôlez pas. Aimez-la vraiment. Je le promets. Et il a tenu sa promesse. L'année dernière, Camille et André se sont mariés. C'était un petit mariage, intime, dans un jardin plein de fleurs blanches. Marc l'a mené à l'autel. J'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur, de soulagement, de gratitude. Parce que cette fois, ma fille avait bien choisi. Cette fois, ma fille avait trouvé l'amour qu'elle méritait. Marc donne toujours des conférences, sauve toujours des vies avec ses mots. Il s'est aussi remarié, avec une femme bonne, calme, qui l'aime et prend soin de lui. Lui et moi sommes toujours amis, toujours une équipe, parce que même si notre mariage n'a pas fonctionné, notre famille, elle, a fonctionné. Et c'est ce qui compte. Le foyer a grandi. Ce n'est plus seulement une petite maison. Maintenant, nous avons 2 maisons, 12 chambres, une capacité d'accueil pour 20 femmes et leurs enfants. Chaque mois, de nouvelles histoires arrivent,
de nouvelles larmes, de nouveaux espoirs. Et chaque mois, je vois des femmes qui arrivent brisées et repartent entières. Des femmes qui arrivent avec la peur et repartent avec le courage. Il y a quelques jours, une femme d'une 60aine d'années est venue au foyer. Elle portait une vieille valise, ses yeux étaient gonflés, ses mains tremblaient. « Je peux rester ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. »« Entrez. » Elle est entrée, s'est assise dans le salon et a commencé à parler. « J'ai été mariée pendant 40 ans. 40 ans à supporter, 40 ans à me taire. Je pensais qu'il était trop tard, qu'à mon âge, ça ne servait à rien de partir. Mais aujourd'hui, ma petite fille m'a dit quelque chose qui a changé ma vie. Elle a dit « Mamie, il n'est jamais trop tard pour être heureuse. » Elle a pleuré et j'ai pleuré avec elle. « Votre petite fille a raison, » lui ai-je dit. « Il n'est jamais trop tard. Tant que nous avons un souffle, nous pouvons recommencer. » Elle a souri, un sourire fatigué, mais réel. « Merci. Merci de m'avoir ouvert cette porte. Cette porte est toujours ouverte pour vous, pour toutes. Parfois, quand je suis seule, je pense à tout ce qui s'est passé. À Bernard, à Antoine, à cette nuit de sang et de cris. Et je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, si j'aurais pu faire les choses différemment, si j'aurais pu épargner tant de douleur à Camille. Mais ensuite, je la vois. Je vois ma fille sourire, je vois ma fille libre, je vois ma fille vivante. Et je comprends que oui, j'ai fait ce qu'il fallait. Parce qu'une mère ne peut pas empêcher ses enfants de souffrir, mais elle peut être là quand ils souffrent. Elle peut les tenir. Elle peut se battre pour eux. Elle peut leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je ferai toujours. Il y a quelque chose que j'ai appris au fil de ces années, quelque chose que je veux partager avec toutes les femmes qui écoutent cette histoire. Si vous êtes dans une relation où l'on vous crie dessus, où l'on vous contrôle, où l'on vous fait sentir petite, partez. S'il vous plaît, partez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que les coups deviennent plus forts. N'attendez pas que votre lumière soit complètement éteinte. Parce que vous valez plus, beaucoup plus. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps vous y êtes, peu importe combien de fois on vous a dit que vous ne pouviez pas. Si, vous pouvez. Et vous n'êtes pas seul. Il y a des femmes comme moi, comme Camille, comme toutes celles qui sont passées par le foyer. Des femmes qui vous croiront, qui vous soutiendront, qui marcheront avec vous. Il vous suffit de faire le premier pas, le plus difficile, le plus important, le pas vers la porte. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit à la main sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte. Elle venait d'Antoine. Elle disait « Madame Leroux, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, ni celui de Camille, ni celui de personne. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour, je pense à ce que j'ai fait. Chaque jour, je porte ce poids, et chaque jour, j'essaie d'être meilleure. Non pas pour récupérer Camille, je comprends cela. Je l'ai perdue pour toujours. Et c'est juste, mais pour que si jamais j'ai des enfants, je ne répète pas les erreurs de mon père. Pour que le cycle s'arrête avec moi. Merci d'avoir sauvé Camille. Merci d'avoir fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. Avec respect, Antoine. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de pardon. J'ai juste ressenti rien. Parce qu'Antoine ne fait plus partie de nos vies. Peu importe ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il fait. La seule chose qui compte, c'est que Camille aille bien, qu'elle soit vivante, qu'elle soit heureuse. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je ne l'ai plus jamais lue. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche derrière les montagnes, je suis assise sur ma véranda. J'ai une tasse de café à la cannelle dans les mains, la même tasse que Camille utilisait quand elle était petite. Je pense à tout le chemin parcouru, à tout ce que nous avons perdu, à tout ce que nous avons gagné. Et je comprends que la vie n'est pas parfaite, qu'elle n'a pas toujours de fins heureuses, que parfois la justice est lente, parfois la douleur dure des années, parfois les cicatrices ne s'estompent jamais. Mais je comprends aussi que la vie continue, que l'amour continue, que l'espoir continue.
Et tant qu'il y aura des femmes prêtes à se battre, à briser le silence, à ouvrir des portes, il y aura un avenir, il y aura la liberté, il y aura la paix. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, ça en aura valu la peine. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule mère à agir, ça en aura valu la peine. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule personne à comprendre que l'amour véritable ne fait pas mal, ça en aura valu la peine. Parce que les histoires ne sont pas seulement racontées pour se souvenir du passé, elles sont racontées pour changer l'avenir. Et c'est mon cadeau pour vous toutes, pour toutes les femmes qui ont besoin d'entendre que oui, vous pouvez, que oui, il y a une issue, que oui, il y a la vie après la douleur. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, merci d'être là. Merci de m'avoir cru. Et si vous traversez quelque chose de similaire, si vous connaissez quelqu'un qui souffre, s'il vous plaît, agissez. N'attendez pas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que le silence tue, mais une voix sauve. Et ensemble, nous pouvons en sauver beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour entendre plus d'histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire comme celle-ci peut changer une journée entière. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.